Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du journal synchronisé de Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, Radio Savoir FM et Radio Tassiga Bouraguindo. Voici les principales informations qui font l'actualité ce dimanche 9 novembre au Niger, au Burkina, au Mali et à travers le monde. Politique, économie, société, sécurité, nous vous proposons un tour complet de l'actualité. Restez avec nous, l'information continue à la présentation Imran Kilomega et Baba Alpha. Le président du Niger, le général d'armée Abdurrahmane Tiani, a effectué une visite de proximité de la région de Dosso visant à dialoguer directement avec les populations. À chaque étape, il a été chaleureusement accueilli, illustrant le soutien des habitants à la transition en cours. Cette tournée a permis de réaffirmer les priorités du gouvernement en matière de sécurité, de développement rural, d'éducation et de cohésion sociale. Au Niger, la liberté de la presse connaît une période critique avec l'emprisonnement de plusieurs journalistes de la presse privée. Le directeur de publication du journal Le Courrier et 3 autres journalistes viennent d'être écroués pour des publications jugées troublant l'ordre public. Cette situation suscite l'indignation des organisations de défense des droits humains et de la presse qui demandent leur libération immédiate. Au Mali, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a dénoncé une pénurie artificielle de carburant orchestrée depuis l'étranger. Il accuse les forces extérieures de vouloir affaiblir le gouvernement de transition et de perturber l'intégration du pays au sein de la Confédération des États du Sahel. Devant les diplomates étrangers à Bamako, il a affirmé que cette crise vise à provoquer une révolte populaire. Le président du Faso a accueilli une délégation d'afro-descendants venus du monde entier, soulignant l'importance des liens avec la diaspora. Cette rencontre a permis de réaffirmer l'attachement du Burkina Faso à ses racines africaines. Les échanges ont porté sur la coopération culturelle, économique et sociale, ainsi que sur des projets communs pour le développement du continent. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite sur Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, Savoir FM et Radio Tassiga Bouraguindo. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, chef de l'État du Niger, le général d'armée Abdurrahmane Tiani, a entamé ce week-end une visite de proximité de la région de Dosso. Cette tournée présidentielle placée sous le signe du dialogue direct avec les populations s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de renforcer la cohésion nationale et de mesurer l'impact des actions gouvernementales sur le terrain. À chaque étape, le général Tiani a été accueilli par des foules enthousiastes témoignant de l'attachement et du soutien indéfectible des populations de Dosso à la transition en cours. Cette visite a également permis au président de réaffirmer les priorités de son gouvernement en matière de sécurité, de développement rural, d'éducation et de cohésion sociale, tout en saluant la résilience et la détermination des Nigériens à œuvrer pour un avenir stable et prospère. Le détail avec Baba Alpha. En route vers la cité de Germakoy, le chef de l'État a marqué plusieurs arrêts à Kodo et à Dar es Salaam, où il a été accueilli avec ferveur par des populations sorties massivement pour lui témoigner leur attachement et leur soutien. À Margoubéné, dans la commune de Birningaouré, le président Tiani a reçu les salutations des autorités régionales, administratives, coutumières et religieuses, ainsi que d'une foule compacte de citoyens du département de Boboy, scandant des slogans en faveur de la refondation et des autorités du CNSP. L'arrivée du président de la République à Dosso a donné lieu à une ambiance exceptionnelle. Sous les chants, danses et ovations, les populations ont manifesté leur joie, leur enthousiasme et leur détermination à accompagner la refondation du Niger. Un accueil à la hauteur de l'espoir d'une nation debout. Au cours de son séjour, le chef de l'État, le général d'armée Abdurrahmane Tiani, s'est rendu à la place d'armes de la zone de défense numéro 7 de Dosso, où il a rencontré les éléments des forces de défense et de sécurité. Ce fut un moment fort d'échange et d'écoute autour des préoccupations nationales et sécuritaires. Dans son allocution, le président de la République a salué et encouragé les FDS pour leur noble engagement dans la sécurisation des populations et du territoire national. Il a réitéré le soutien constant de l'État
et du gouvernement afin de préserver la paix et la quiétude du peuple nigérien. À Dosso, le président de la République, chef de l'État, le chef suprême des armées, le général d'armée Abdurrahman Tiani a rencontré ce week-end les forces de défense et de sécurité au camp Agali. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de sa visite de proximité entamée de la région, visant à échanger directement avec les hommes et femmes qui veillent jour et nuit à la sécurité et à la stabilité du Niger. Devant les éléments de la zone de défense numéro 7, le chef de l'État a salué le courage, le professionnalisme et la détermination des FDS dans la lutte contre l'insécurité, une insécurité imposée au Niger et à l'ensemble du Sahel par des forces extérieures hostiles. Le président Tiani a rappelé que ces ennemis de la paix mènent une guerre par procuration, soutenue et sponsorisée dans le but de piller les ressources naturelles du Sahel et de semer le chaos dans les pays membres de la Confédération des États du Sahel AES. Cette adresse du chef de l'État traduit une fois de plus sa proximité avec les forces engagées sur le terrain et son attachement à la souveraineté et à la dignité nationale. Suivons à présent un extrait du discours du président de la République, le général d'armée Abdurrahman Tiani, face aux forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 7 de Dosso. L'adversaire, l'ennemi, posez-vous la question, comment est-ce que des États structurés, organisés, avec toutes les composantes pour assurer leur survie, font face à des difficultés pour renouveler les équipements et mieux assurer un équipement, une dotation permanente aux forces de défense et de sécurité. Quand on observe ces mercenaires changer de moto en milliers, changer d'équipement en dizaines de milliers plutôt, et que aucune organisation, selon ce qu'on veut nous faire croire, ne soit pas derrière ces tirailleurs d'un autre âge. Il va sans dire qu'ils bénéficient du soutien des mêmes sponsors qui les ont implantés dans notre espace sahélien, qui les ont encadrés dans notre espace sahélien, qui continuent à les équiper dans notre espace sahélien. C'est une vérité et une vérité irréfutable. Les adversaires, les mercenaires font l'objet d'un soutien des puissances occidentales que nous connaissons tous. Nous ne cesserons jamais de le dire pour que ceux qui les soutiennent sachent que nous savons et que nous prendrons les mesures pour leur apporter une réponse appropriée. Depuis le 26 juillet 2023, nous avons compris, et l'ensemble des forces de défense et de sécurité l'ont compris, soutenu par le peuple résilient nigérien, que notre sécurité, notre défense est une obligation morale de nos forces de défense et de sécurité. Cette obligation a besoin de l'accompagnement du pouvoir pour qu'elle exécute les missions qui leur sont confiées et qui sont connues de tous, reprendre l'initiative, garder l'initiative et débarrasser notre espace de tous ces criminels, mercenaires et leurs sponsors. Et Inch'Allah, c'est un serment. L'État ne faillira pas dans le soutien qu'il doit apporter à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Mais pour que la lutte soit plus efficace, les forces de défense et de sécurité doivent apprendre à connaître l'adversaire, à connaître l'ennemi, à connaître son mode opératoire pour toujours garder l'initiative. Si nous avons effectivement remporté des victoires, c'est parce que nous avons compris qu'il est de notre responsabilité
et de notre entière responsabilité à être ce rempart qui protège notre nation contre les vagues, les assauts de ces bandes criminelles, et nous devons continuer à être le pilier sur lequel notre pays a toujours reposé et continuera à reposer, Inch'Allah. À Gaïa, le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tiani, a tracé une ligne rouge claire. La souveraineté du Niger n'est pas négociable. Face aux tensions persistantes à la frontière avec le Bénin, le chef de l'État a affirmé que le Niger maintiendra cette frontière fermée tant que les conditions sécuritaires et diplomatiques ne sont pas satisfaisantes. Pour le général Tiani, ouvrir la frontière serait trahir les aspirations du peuple nigérien. La population mobilisée en masse a salué cette fermeté et réaffirmé son soutien au chef de l'État et au CNSP, symbole de la refondation et de la défense de l'honneur national. Une position qui souligne, selon le président, que la frontière n'est pas seulement une ligne géographique, mais un acte de dignité et de souveraineté. Réunion du Conseil de sécurité régionale à Dosso, le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, a présidé ce dimanche 9 novembre 2025 la réunion du Conseil de sécurité de la région de Dosso. Cette rencontre visait à faire le point sur la situation sécuritaire de la région et à renforcer la coordination des actions des forces de défense et de sécurité. Était présent le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général Salifou Modi, le chef d'état-major des armées, le général Moussa Salou Barmou, le directeur général de la police, le commissaire général Assahaba Ebankawel, le gouverneur de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, ainsi que l'ensemble des responsables régionaux des forces de sécurité. Cette réunion traduit la volonté des plus hautes autorités de protéger les populations et d'assurer une sécurité efficace sur le terrain. Au Niger, un nouveau tournant s'annonce dans la gouvernance de l'État. Le Premier ministre voit désormais ses prérogatives renforcées. En effet, le président de la République a signé à la fin du mois d'octobre un décret conférant au chef du gouvernement de nombreux pouvoirs et compétences pour mieux coordonner l'action gouvernementale. Une décision qui vise, selon les autorités, à réorganiser le pouvoir public et à donner une orientation claire à la mise en œuvre des priorités de la refondation nationale. Pour plusieurs observateurs, cette mesure marque une volonté de rendre l'action gouvernementale plus efficace et cohérente dans un contexte où les défis économiques, sécuritaires et sociaux exigent une meilleure synergie entre les institutions. Baba Alpha. Le président de la République a signé le décret numéro 2025-623 PRN du 28 octobre 2025, précisant les pouvoirs du Premier ministre et définissant sa mission de coordination de l'action gouvernementale. Ce texte marque une étape importante dans la mise en œuvre de la charte de la refondation nationale promulguée le 26 mars 2025. Adopté en Conseil des ministres, ce décret s'inscrit dans le cadre de la réorganisation institutionnelle engagée depuis la création du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, en juillet 2023. Il vient compléter une série d'actes juridiques visant à consolider le fonctionnement du gouvernement et à renforcer la cohérence de l'action publique. Selon le texte, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, assure la coordination de l'action gouvernementale conformément aux orientations du CNSP. Il est notamment chargé de diriger la préparation et la négociation des programmes économiques et financiers pluriannuels, ainsi que d'animer et de superviser leur mise en œuvre. Le décret précise que le Premier ministre a autorité hiérarchique sur l'ensemble des ministres d'État, ministres et ministres délégués. Il contrôle les services publics civils de l'État. C'est lui qui autorise les missions des membres du gouvernement et est arbitre en premier ressort des litiges entre les départements ministériels. Ce décret consacre ainsi le rôle central du Premier ministre dans la gestion économique du pays tout en réaffirmant la primauté du CNSP
dans la définition des grandes orientations politiques. Il s'agit, selon plusieurs observateurs, d'un signal de cohérence et de continuité dans le processus de refondation nationale engagé depuis 2 ans. En rappel, la charte de la refondation constitue désormais le socle juridique et politique de la transition. Elle oriente la gouvernance vers une meilleure valorisation des ressources nationales, une rationalisation des institutions et une reconstruction de l'État autour de valeurs de probité et de responsabilité. Par cet acte, le gouvernement entend renforcer la coordination entre les ministères et assurer une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des réformes économiques, sociales et politiques inscrites dans le cadre de la refondation nationale. Selon l'acteur de la société civile nigérienne, Michael Zoudi, président du Front patriotique pour la souveraineté, en conférant au Premier ministre l'autorité nécessaire pour diriger, coordonner et arbitrer l'action des départements ministériels, ce décret met fin aux doublons, aux lenteurs administratives et aux conflits de compétences qui ont trop souvent entravé l'efficacité de notre administration. Cette clarification des rôles et cette centralisation de la coordination sous l'autorité du Premier ministre sont les gages d'un État plus efficace, plus cohérent, plus réactif face aux attentes légitimes de notre peuple. Nous, acteurs de la société civile, saluons cette avancée significative qui s'inscrit dans la dynamique de la refondation. Une action gouvernementale mieux coordonnée est la condition sine qua non pour la mise en œuvre réussie des politiques publiques, notamment dans les domaines économiques et sociaux qui sont au cœur des préoccupations de nos citoyens, ajoute-t-il. Cette mesure renforce la crédibilité de nos institutions et démontre une volonté politique ferme de construire un Niger fort, uni et résolument tourné vers l'avenir, conclut Michael Zodi dans une publication sur sa page Facebook en réaction à celle d'un autre acteur de la société civile, Kaka Touda de Alternative Espace Citoyen, qui relevait des choses graves dans ce décret sans les avoir clairement citées. Dans tous les cas, c'est la mise en œuvre effective de ce décret qui en dira long sur son opportunité et son efficacité. Restons toujours au Niger, la liberté de la presse traverse une période sombre. Plusieurs journalistes de la presse privée se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux, illustrant une régression inquiétante de la liberté d'expression dans le pays. En effet, alors que le directeur de publication du journal Le Courrier est détenu depuis plus de 2 mois à la prison de Sey, 3 nouveaux journalistes viennent d'être écroués cette semaine à la prison civile de Kolo. Il s'agit de Ibro Cheibou de la télévision Saraounia, Youssouf Cheriba du journal en ligne Écho du Niger et Omar Kane de l'hebdomadaire Le Hérisson. Les autorités leur reprochent la publication des données jugées de nature à troubler l'ordre public, une situation qui suscite l'indignation des organisations de défense de la presse et des droits humains. Le comité de protection des journalistes CPJ, article 19 et Transparency International dénonce des atteintes graves et inacceptables à la liberté de la presse au Niger, tout en réclamant la libération immédiate de tous les journalistes détenus. Un climat de peur s'installe dans les rédactions et la question de la liberté d'informer revient plus que jamais au cœur du débat national. Les 3 journalistes ont été inculpés pour complicité de diffusion de données susceptibles de troubler l'ordre public. Une infraction prévue par la loi sur la cybercriminalité est passible de 5 ans de prison. Il serait accusé d'avoir relayé une invitation à un point de presse qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. L'instrumentalisation des lois sur la cybercriminalité à des fins d'accusation infondées témoigne une fois de plus du recul des autorités nigériennes en matière de liberté de la presse, a déclaré le 7 novembre Moussa Ngom, représentant du comité de protection des journalistes pour l'Afrique francophone. Les autorités nigériennes doivent libérer Ibro Cheibou, Youssouf Cheriba et Oumarou Abdoukane
et abandonner les charges retenues contre tous les journalistes injustement poursuivis, a-t-il ajouté. De son côté, l'organisation Article 19 a également dénoncé le 6 novembre la détention de ces journalistes, estimant qu'elle s'inscrit dans une logique récurrente de censure et de contrôle de l'information dans les médias et en ligne. Leur détention constitue une mesure punitive. Elle restreint la liberté d'expression ainsi que l'espace civique et médiatique, en contradiction avec les obligations internationales du Niger en matière de droits humains, notamment la liberté d'expression, l'accès à l'information, la diversité des opinions dans les médias et la protection des journalistes, a déclaré Alfred Nkuru Boulakali, directeur régional d'Article 19 Sénégal et Afrique de l'Ouest. Article 19 souligne que les journalistes encourent jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 2 à 5 millions de francs CFA. Diffuser une invitation à un événement public ne constitue pas un crime. Il est impératif de protéger le journalisme et la liberté d'expression, a insisté l'organisation. Ces nouveaux appels s'ajoutent à celui de Transparency International qui avait déjà dénoncé le 5 novembre une atteinte grave à la liberté d'expression après l'incarcération des mêmes journalistes. L'organisation avait appelé à leur libération immédiate, estimant que ces poursuites traduisent une volonté de museler toute voix discordante dans le pays. Les routes du Niger continuent de faire des victimes selon un rapport récent de l'Agence nationale pour la sécurité routière ANASIR. Plus d'un millier de personnes ont perdu la vie en 2023 dans des accidents de la route, tandis que des milliers d'autres ont été gravement blessés. Une situation alarmante qui interpelle tous les acteurs de la sécurité routière, n'est-ce pas Baba Alpha? Des chiffres affreux qui donnent le tournis. 1075 décès, 4393 blessés graves et 8163 blessés légers enregistrés au Niger en 2023 à la suite de 7671 accidents de la route. Ces statistiques dressent un tableau inquiétant de la sécurité routière au Niger. Avec 1075 décès enregistrés, cela équivaut à près de 3 morts par jour sur les routes du pays. Un chiffre qui interpelle et traduit l'urgence d'une réponse collective. L'Agence nigérienne de la sécurité routière, ANISER, relève également plus de 12 000 blessés, dont plus du tiers dans un état grave. Ces drames humains ne sont pas seulement des chiffres, ils révèlent des familles brisées, des vies basculées et un coût social et économique énorme pour la nation. Les causes de ces accidents sont bien connues. Excès de vitesse, surcharge des véhicules, imprudence des conducteurs de motos et vétusté du parc automobile. À cela s'ajoute la défaillance du contrôle technique et l'insuffisance des mesures de prévention sur les axes routiers. Face à ce constat, l'ANISER appelle à une responsabilisation de tous les usagers et au renforcement des actions de sensibilisation. La sécurité routière ne peut être garantie que si chaque conducteur, chaque passager et chaque piéton prend conscience que la route n'est pas un champ de hasard, mais un espace de vigilance et de respect mutuel. Les routes nigériennes continuent donc de faire trop de victimes. L'enjeu, désormais, est de transformer ces chiffres alarmants en un véritable sursaut national pour sauver des vies et rendre la circulation plus sûre pour tous. Direction Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a récemment reçu une délégation d'afro-descendants venus du monde entier. Cette rencontre empreinte de symboles et d'émotions a été l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer l'attachement du Burkina Faso à ses racines africaines et à la diaspora. Les échanges ont porté sur le renforcement de liens culturels, économiques et sociaux, ainsi que sur le projet commun visant à promouvoir l'identité et le développement du continent. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Je vous salue également pour votre détermination à vouloir nous accompagner dans notre lutte, à vouloir donc accompagner vos frères et sœurs ici au Burkina Faso en investissant
dans tous les domaines possibles. J'en ai échangé avec le Premier ministre rien que hier sur la carte de résident permanent. Certes, nous avions mis des conditions d'acquisition de la carte, mais aussi d'autres conditions financières. Mais nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne. Donc pour vous, il sera question juste de vous en tenir à la question de la carte. Donc toutes les autres conditions, vous serez exemptés. Et merci à vous d'ouvrir le pas pour tous ceux qui souhaitent donc prendre cette carte et pouvoir investir et rester au Burkina. Ceci dit, le Burkina Faso est un pays en pleine construction et je pense que beaucoup d'opportunités vous ont été présentées. Il y a encore beaucoup d'autres opportunités. Déjà la question de la radio et de la télévision, j'ai pu aussi vous assurer que je ferai tout pour accompagner la création d'une telle radio ou d'une telle télévision ici au Burkina Faso. Parce que la communication est une arme et personne ne peut raconter notre histoire mieux que nous-mêmes. Pendant longtemps, c'est eux qui ont raconté ce qu'ils voulaient de l'Afrique. C'est eux qui ont raconté ce qu'ils voulaient de l'homme noir. Mais non, il est temps que nous disions non à cela et que nous racontons les choses telles qu'elles sont. Au Mali, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, a dénoncé vendredi une pénurie artificielle de carburant orchestrée depuis l'étranger. Le ministre malien des Affaires étrangères accuse des forces extérieures de vouloir semer le chaos au Mali en provoquant une crise artificielle du carburant. Devant les diplomates étrangers à Bamako, il a dénoncé une stratégie visant à affaiblir le gouvernement de transition et à perturber l'intégration du pays au sein de la Confédération des États du Sahel. Lors d'une rencontre avec les ambassadeurs étrangers accrédité à Bamako, Abdoulaye Diop a affirmé que la République du Mali est confrontée à une pénurie de carburant artificiellement créée destinée à provoquer une révolte populaire. Selon lui, ces actions sont orchestrées depuis l'étranger. Les terroristes n'agissent pas seuls, ils bénéficient d'un soutien extérieur. Les attaques contre les infrastructures économiques visent à affaiblir le gouvernement de transition et à entraver l'intégration du Mali au sein de l'Alliance souveraine. Sans citer des pays ou des organisations spécifiques, le ministre a assuré que le gouvernement prenait toutes les mesures nécessaires pour stabiliser l'approvisionnement en carburant. Nous accordons une attention particulière à la sécurisation des routes menant au port d'Abidjan, de Dakar et de Conakry, a-t-il ajouté, précisant que des unités de l'armée escortent les convois des camions-citernes en coordination avec les forces de la Confédération des États du Sahel, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Coopération Mali-Iran, un nouvel élan diplomatique. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu en audience Mahmoud Kani, ambassadeur désigné de la République islamique d'Iran, venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Au cours des échanges, les deux personnalités ont passé en revue les axes prioritaires de la coopération bilatérale et confédérale, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, de la lutte contre le terrorisme, du renforcement des capacités ainsi que dans le partage des connaissances et d'expériences scientifiques et technologiques. Le ministre Diop a salué le nouvel élan dynamique imprimé aux relations entre Bamako et Téhéran, fondé sur une coopération pragmatique, un soutien mutuel et une solidarité fraternelle. Il s'est également réjoui de la convergence de vues entre les deux pays amis, deux nations au riche héritage civilisationnel, résolument engagés à renforcer leur partenariat dans un esprit de respect mutuel et de bénéfices partagés. Toujours à Bamako, la fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance, fondation ATT, a organisé ce samedi une cérémonie de remise de dons aux déplacés internes marquée par un élan de solidarité et de compassion, présidée par Madame Touré Lobo Traoré, présidente de la fondation. La cérémonie a réuni plusieurs associations œuvrant auprès des populations déplacées, bénéficiaires directs de cet appui conséquent. Pour les déplacés installés à Bamako, la fondation a offert 25 tonnes de riz, 25 tonnes de mil, 300 bidons d'huile et 300 paquets de spaghettis. En parallèle, un appui spécifique a été adressé à la région de Tombouctou, comprenant 10 machines à coudre ainsi qu'un soutien individuel de 5 machines supplémentaires destinées à une bénéficiaire pour favoriser l'autonomisation économique des femmes déplacées. La valeur totale de ce don est estimée à 59 631 500 francs CFA.
Au Nigeria, la Commission de l'Union africaine a exprimé sa vive préoccupation à la suite des récentes déclarations des États-Unis accusant le Nigeria de complicité dans des attaques contre des chrétiens et évoquant une possible action militaire. Dans un communiqué, l'organisation panafricaine a rappelé son attachement au principe de souveraineté, de non-ingérence et de liberté religieuse, soulignant que le Nigeria demeure un membre clé de l'Union africaine et un acteur essentiel de la stabilité régionale. La Commission a par ailleurs mis en garde contre la manipulation de la religion à des fins politiques, estimant qu'une telle approche risque d'alimenter les divisions internes et d'affaiblir les efforts de paix sur le continent. L'organisation a enfin rappelé Washington à privilégier le dialogue diplomatique et la coopération constructive plutôt que les menaces unilatérales, avertissant qu'une intervention militaire pourrait avoir des conséquences graves sur la paix et la stabilité régionale. Dans un contexte marqué par une insécurité grandissante dans l'espace sahélien, les tensions diplomatiques s'invitent de nouveau au cœur de l'actualité internationale. En effet, le président américain Donald Trump a récemment menacé d'intervenir militairement au Nigeria, affirmant vouloir mettre fin, selon ses propos, au massacre des chrétiens dans le pays dirigé par Ahmed Bola Tinubu. Mais derrière cette déclaration à forte portée politique, certains observateurs y voient une stratégie d'ingérence déguisée visant indirectement les États du Sahel déjà fragilisés par les crises sécuritaires et économiques. Le professeur Issoufou Boubacar Kado, analyste sociopolitique nigérien, livre son décryptage de cette posture américaine et de ses éventuelles répercussions sur la stabilité du Sahel. Nous avons suivi dans un message publié le 1er novembre 2025 sur sa plateforme. Le président Donald Trump a déclaré se prépare à une intervention militaire au Nigeria pour éradiquer les terroristes islamistes. Le Pentagone a confirmé l'information. Il a intimé l'ordre au président Bola Ahmed Tinubu de mettre fin au massacre des chrétiens, faute de quoi il se réserve le droit d'intervenir militairement au Nigeria. Nous pensons que c'est une mise en scène politique. Il précise que les terroristes islamiques partent du Mali pour aller perpétrer les massacres des chrétiens au Nigeria. Ce qui suppose que le Mali, en particulier, et la Confédération des États du Sahel en général, sont dans le viseur des pays membres de l'OTAN, comme à leur habitude. Ces pays sont sinistrés aujourd'hui par la crise socio-économique. Ils cherchent à s'accaparer des richesses africaines et installer à la tête des 10 États du Sahel des dirigeants politiques africains larbins acquis à la cause des intérêts étrangers au continent africain. La problématique qui se pose, il n'y a aucun massacre des chrétiens en cours au Nigeria. Au contraire, c'est plutôt la majorité des musulmans du nord du Nigeria qui sont victimes des massacres des terroristes. En Palestine, Israël est en train de perpétrer des génocides contre le peuple palestinien. Donald Trump n'en parle pas, il ne dit rien. Ce qui suppose que cette déclaration sournoise cache les vraies intentions de l'OTAN. Pourtant, au début de son mandat, il nous a fait savoir qu'il ne va plus continuer à financer l'OTAN. On a l'impression que l'OTAN est devenu son nouveau allié parce qu'il se prépare à une intervention militaire au Sahel, à l'image du mensonge qui a servi de prétexte pour tuer le colonel Muammar Kadhafi, ainsi déstabiliser le Sahel pour des raisons géopolitiques et géostratégiques internationales. Les pays africains et leurs alliés stratégiques ne se laisseront pas faire. Le monde est aujourd'hui multipolaire. Le temps d'unilatéralisme mondial est résolu. Donald Trump a grand intérêt à revenir à la raison. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas les ressources nécessaires aujourd'hui pour faire face aux alliés de l'AES, à savoir la Fédération de la Russie, la Chine populaire, l'Inde, l'Iran, la Turquie et la Corée du Nord. Le blocus sur le ravitaillement du carburant nigérien au Mali, c'est un complot soigneusement préparé pour empêcher au Mali de profiter du carburant du Niger à un prix préférentiel et ainsi permettre au Niger de vendre son pétrole aux pays de la sous-région. L'objectif est d'étouffer l'économie de l'AES, créer une chélie qui permettrait aux membres de l'OTAN de continuer à piller les richesses africaines. C'est pourquoi, par rapport à la situation d'insécurité actuelle au Mali, plusieurs pays européens, membres de l'OTAN, si vous les avez suivis, et les États-Unis en tête, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Mali.
Certainement, ces puissances mondiales néocolonisatrices et néo-impérialistes cherchent un prétexte à travers Donald Trump pour organiser une intervention militaire dans la Confédération des États du Sahel, pour ainsi disloquer la dite confédération qui est leur coqueluche. C'est tout pour cette actualité que vous suivez directement sur Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, en synchronisation avec Radio Savoir FM et Radio Tassiga Bouradindo. C'était là une présentation de Imrana Kilomega et de Baba Alpha. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.